Bonjour, donc on va aujourd'hui créer la base de données donc du restaurant Flamme-Couche à partir de MySQL. On partira donc des mêmes tables qu'on avait déjà utilisées sous Access pour la création d'une base de données. Je vous ai remis ici le contexte, c'est-à-dire les tables que nous devons créer par rapport au restaurant Flamme-Couche, à savoir la table client, les autres tables qu'on avait utilisées sous Access, que je vais rapidement vous remontrer. En dehors de la table client, vous avez la table commande, la table ligne commande, la table tarte et la table livreur. Donc ce que on va faire aujourd'hui, c'est juste voir comment est-ce que on peut créer cette même base de données, mais à partir de MySQL. Et pour cela, nous allons déjà préciser que le choix a été fait, et vous le verrez souvent dans les tables faites avec MySQL ou même avec la plupart des logiciels. C'est que nous avons en colonne d'identification une colonne qu'on a appelée justement ID client ou ID client. Chaque table créée a une colonne qui servira de clé primaire et qui sera appelée ID, soit client, soit commande, etc. Parce que vous le verrez par la suite, on va jouer sur l'auto-incrémentation de manière à ce que les éléments de la table s'auto-incrémentent tout seuls, c'est-à-dire qu'on passe automatiquement du numéro 1 au numéro 2 au numéro 3 sans qu'on ait à l'indiquer lorsque on remplit la table. Donc pour ma première table, la table client, je vais déjà ouvrir donc MySQL à partir d'EasyPHP. Donc je l'ouvre, on clique droit sur le E, on va dans administration. Une fois que la fenêtre après administration s'ouvre, dans ma version de MySQL, vous voyez qu'on a ici les fichiers locaux, les modules, les fichiers portables. Nous allons nous placer dans la partie module pour ouvrir PHP MyAdmin. Donc j'ouvre PHP MyAdmin ici et je tombe sur cette fenêtre. Dans cette fenêtre, vous avez à gauche ici des bases de données que j'ai déjà créées auparavant. Et là, on va créer une nouvelle base, donc je vais la créer entièrement. Elle sera ajoutée à la liste des autres bases de données qui ont déjà été créées. Sur cette fenêtre, comme je veux créer donc une base de données nouvelle, je vais cliquer sur base de données, c'est-à-dire ici. Et je vais avoir la possibilité donc d'indiquer le nom de ma base de données. Donc je vais créer une nouvelle base de données que je vais appeler cette fois-ci Flamme-Couche 2. Voilà. Je vais, et c'est important, indiquer l'interclassement. Donc l'interclassement, je dis que c'est important parce que ça va nous permettre de jouer sur les accents, sur les problèmes qu'on peut avoir lorsque on a des textes avec des accents. Ce qui est choisi généralement, c'est l'UTF-8 général, CI, parce qu'en fait, c'est l'interclassement qui permet de résoudre la plupart justement des problèmes d'accentuation. Donc, on va se mettre dans interclassement. Il faut également savoir que l'interclassement qui va être choisi ici s'appliquera automatiquement sur les tables. Donc, on n'aura pas à repréciser à chaque fois l'interclassement au niveau des tables. Donc, je vais chercher l'UTF-8 général-CI dans la liste
que j'ai ici. Voilà, vous avez ici UTF-8 général CI. Je vais choisir ce UTF-8 général CI et je vais donc créer ma base de données que j'ai appelée Flamme couche 2. Donc je clique sur créer. Voilà, on nous indique que la base de données donc Flamme couche 2 a été créée. Donc maintenant, l'étape suivante, ce serait évidemment de créer les tables à l'intérieur de ma base de données Flamme couche 2. Donc sur la liste ici de mes bases de données, je clique sur Flamme couche 2 ici pour choisir ma base de données Flamme couche 2 et je vais créer ma première table. On va commencer donc par voir quels sont les types possibles qu'on peut ajouter, qu'on peut utiliser quand on crée une table. J'ai indiqué ici quelques éléments qui vont nous servir dans la création de notre table client, à savoir le type de variables. Tous les types n'y sont pas, mais quelques types comme par exemple int, date, time, float, etc. Mais on verra qu'il y en a plusieurs autres. On verra également qu'on peut ici indiquer au niveau des attributs si on accepte que des valeurs positives par exemple. Si on veut compléter le champ avec des zéros à gauche, par exemple si on veut un champ avec 4 caractères comptable 1, qu'on ait 0, 0, 0, 1 pour que les 4 postes, on va dire les 4 parties du champ soient remplies. Donc ça on peut l'indiquer ici avec une sed 0 fil. Vous avez également les extras qu'on va voir où on va indiquer la clé primaire et l'auto-incrémentation. Et on va également voir et choisir le type InnoDB puisqu'on verra que ce type est utile lorsque on veut effectuer des jointures. Donc quand on a des clés étrangères. Je vais donc saisir ma première table, c'est-à-dire la table client. On a vu que dans la table client, il y avait 8 champs. Donc, on met le nom de la table, on met le nom de colonne, 8, on exécute. On obtient donc cette fenêtre qui va me permettre de saisir la structure de ma table client. Donc, on avait dit qu'on avait un champ qu'on a appelé ID client, donc que je retrouve ici. Je vais le prendre en type integer. Je n'indique pas la taille, elle se mettra toute seule. Je n'indique pas la valeur par défaut, sauf si je la choisis, mais là c'est pas utile. Je n'indique pas l'interclassement puisque je vous ai dit que l'interclassement était choisi à la création de la base de données. Je peux ici indiquer les attributs tels que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que je veux éviter des valeurs négatives, est-ce que je veux des zéros à gauche pour par exemple si j'ai saisi 1 avoir 3 zéros avant mon 1, s'il y a 4 un espace de 4 à garder. Je peux indiquer ici si ma valeur peut être nulle ou pas. Donc là je ne le mets pas et je vais cette fois-ci préciser si mon champ est clé primaire ou pas. Donc en l'occurrence ID client et clé primaire dans la table client, donc je l'indique, et c'est également un champ qui est auto-incrémenté, donc je clique sur l'auto-incrémentation ici. Je passe ensuite au champ suivant qui est le num cli. Donc num cli, je vais le mettre
Cette fois-ci, comme c'est une chaîne de caractères en varchar, j'indique la taille qui me paraît convenable. Là, je mets une taille de 50. Vous pouvez mettre une taille différente. Le reste, on peut ne pas le remplir pour l'instant. On choisit le champ suivant qui est le nom. Donc, pareil, le nom, je vais le mettre en varchar avec peut-être une taille de 50 également. Ensuite, le prénom, laisse une taille en varchar de 50 aussi, pourquoi pas. Je choisirai ensuite l'adresse, laisse peut-être une taille de 60, pourquoi pas, en varchar, au cas où on a besoin de plus de caractères. Le code postal. Alors, le code postal, c'est toujours pareil comme avec Access. Je vais le mettre en varchar, même s'il n'y a que des chiffres, dans la mesure où on n'est pas supposé faire des calculs avec les chiffres du code postal. Donc, le fait de le mettre en varchar n'est pas gênant. Donc, je vais le mettre en varchar. Je vais mettre une taille de 5. Et je vais mettre la ville en varchar également, peut-être 50. Et enfin, le téléphone que je vais mettre également en varchar avec, alors j'ai mis une taille de 14 parce que j'ai mis des traits entre les chiffres de mon téléphone, mais on peut mettre 10 aussi si on, c'est vous qui choisissez la taille qui convient le mieux à ce que vous avez choisi comme numérotation donc téléphonique. Donc une fois qu'on a tout saisi, on va préciser donc que le moteur de stockage c'est un moteur InnoDB. Encore une fois, c'est un choix qui est fait en prévision des jointures éventuelles entre les tables. Et on va sauvegarder ici notre table client. Vous voyez ici en haut, on a dans Flamme couche 2 la table client. Si on reclique dessus, ici, sur la table client, ça va nous amener à afficher par exemple la structure de la table. On peut voir ici que ID client, qui est souligné d'ailleurs, est considéré comme une clé primaire auto-incrémentée. Ça se voit ici. On peut modifier si c'est nécessaire ce champ en rechangeant ici. Si on veut pas que ce soit integer, qu'on veut mettre autre chose, on peut le remettre. Vous avez vu que la taille a été mise automatiquement à 11 et on voit ici que ce champ est auto-incrémenté, surtout que ce champ est clé primaire. On va créer les autres tables toujours avec la règle que j'avais évoquée sous Access, c'est-à-dire c'est peut-être bien ou mieux de créer d'abord toutes les tables qui n'ont pas de clé étrangère. Ici, donc, on a la table client, on a ensuite la table tarte qui n'a pas de clé étrangère et la table livreur. La table livreur, ici dans sa structure, c'est-à-dire pour la table livreur, ID livreur et clé primaire, donc auto-incrémenté. On a ensuite ici les autres champs. Vous avez ensuite la table tarte que je vais vous montrer aussi. Dans la table tarte, la structure est celle-ci. ID tarte, clé primaire, auto-incrémenté. Alors ici, on va d'ailleurs le montrer en détail.
vous avez le prix de la tarte qui comporte des parties décimales. Donc le type qui a été choisi, par exemple ici c'est un type float, en indiquant le nombre d'entiers et puis le nombre de décimales, tel que je vais vous le montrer ici en modification. Donc vous avez ici le type qui a été choisi, donc type float, et à côté 3,2, c'est-à-dire on précise le fait qu'il y ait deux parties décimales. Vous pouvez d'ailleurs aussi mettre décimales, ça fonctionne à peu près de la même manière. Vous mettez décimales, vous indiquez la taille du style 5,4, 3,2, etc. pour indiquer le nombre de chiffres à gauche, le nombre entier, et le nombre de parties décimales. Voilà, donc la table client, la table livreur, la table tarte qui ne comporte pas de clés étrangères ont été créées. Maintenant, je vais vous préciser la création de la table commande. Pourquoi? Parce que la table commande, telle qu'elle figure ici dans notre tableau, comporte deux clés étrangères. Je ne sais pas si vous le voyez ici, vous avez ID commande, le numéro de commande qui va être la clé primaire, la date de commande, ID client, donc il correspond ici donc à la table client, clé primaire de la table client, ID livreur qui est la clé primaire de la table livreur, donc qui est ici. Donc on a bien une table qui a deux clés étrangères. Donc on va voir juste qu'est-ce qui est spécifique lorsqu'on a ce type de table. On verra également ce qu'il faut faire lorsque vous avez une table qui a une clé primaire avec deux clés qui proviennent d'autres tables. Je vais donc créer maintenant une deuxième table qui est la table ligne commande. La table ligne commande comporte trois champs. Donc on mettra le nom ici de la table, donc ligne commande avec trois champs. On valide. Donc ID commande est considéré comme une clé primaire, donc primary ici, sauf que je ne vais pas mettre cette clé en auto-incrément dans la mesure où on a des numéros de commande qui sont répétés, donc il n'y a pas automatiquement un suivi en auto-incrémentation pour ce champ qui est clé primaire. Je vais ensuite indiquer le ID tarte qui va également être considéré comme clé primaire ici et qui n'est pas auto-incrémenté non plus. Et ici les quantités commandées que je vais laisser également en nombre entier et je précise InnoDB et je sauvegarde. La table commande avec 5 colonnes. Donc ID commande integer, j'ai mis ici en primary avec l'auto-incrémentation, j'ai mis les numéros de commande avec varchar, on a laissé 5, j'ai mis date commande en format date, ensuite j'ai mis ID client integer et je l'ai mis en index, c'est la clé étrangère, et la même chose pour ID livreur. J'ai sauvegardé ma table commande. Ensuite donc je retourne sur la structure de ma table que je peux mettre ici en vue relationnelle, mais
deux clés étrangères sont ici. Donc, j'indique la table concernée et le champ concerné. Donc, ici, pour la table client, c'est l'ID client. Donc, quand on clique sur la structure de la table commande et qu'on clique sur vue relationnelle, on a ici en fait l'indication correspondant aux clés étrangères. C'est-à-dire ici j'ai deux clés étrangères, ID client à partir de la table client et ID livreur à partir de la table livreur. Donc je les ai indiqués ici en vue relationnelle. Donc j'ai ici la structure de ma table et ces vues relationnelles. Alors, comment est-ce qu'on insère les données dans une table qu'on vient de créer? On a créé la table client dans notre base de données Flammkush 2. Maintenant, on va insérer dans cette table client les données donc correspondantes. On va ici cliquer sur la table client et on va dans cette table insérer des données. Et vous avez ici dans son affichage minimal cette fenêtre qui s'ouvre avec les colonnes représentant les champs, les types, la colonne fonction qu'on ne va pas remplir ici parce que on va pas utiliser les fonctions, et la colonne valeur. Première précision, nous n'allons pas remplir la colonne ID puisque on avait demandé dès le départ à la création de la table que cette colonne soit en auto-incrémentation. Ça veut dire que le premier enregistrement va prendre automatiquement le numéro 1, le deuxième le numéro 2, etc. etc. Donc il n'y a pas besoin de saisir le contenu de la colonne ID. Donc je vais saisir ici le contenu par rapport à mon premier client. Donc celle 1 qui s'appelle Appelbaumer. Donc Appelbaumer, c'est son nom. Son prénom c'est Marc. Ensuite, vous avez l'adresse qui est 1 bis rue Jules Verne. Le code postal qui est 68 300. La ville qui est Saint-Louis. Et le téléphone que le 03 89, etc. Donc on va le choisir. Alors, on peut par exemple ici exécuter la première saisie ou alors attendre d'avoir saisi les deux premiers clients et vous avez ensuite un choix à faire ici, c'est-à-dire est-ce qu'on veut sauvegarder une nouvelle ligne? On peut choisir. Est-ce que on veut sauvegarder une nouvelle ligne en ignorant donc les erreurs de saisie? À droite ici, est-ce qu'on veut par exemple sauvegarder une nouvelle ligne et ensuite retourner à la page précédente? Ça vous le faites en général quand vous avez fini de saisir. Ou alors est-ce qu'on veut insérer une nouvelle ligne? Mais est-ce qu'on veut saisir qu'une nouvelle ligne ou plusieurs lignes? Puisqu'ici on a le choix. Continuer donc l'insertion avec 2 lignes. Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 15? Donc vous avez la possibilité de choisir le nombre de lignes dont vous avez besoin pour votre saisie. La table client complètement saisie, je vais vous la montrer dans la base de données donc Flammkush 1 que j'ai déjà saisi. Donc vous avez ici donc sur cette base de données tous les clients
qui sont saisis ici. Vous pouvez choisir le nombre de lignes affichées. Vous pouvez faire d'autres types de choix, mais vous avez donc à ce niveau l'affichage de la table que vous avez saisie. Je peux vous montrer le contenu des autres tables. Ici, il s'agit de la table commande, la table ligne commande, la table livreur, la table tarte. Donc voilà comment est-ce qu'on peut créer une base de données simplement avec quelques précisions au niveau des clés étrangères qu'on a vu, avec le problème de l'auto-incrémentation, l'indication de la clé primaire. Mais vous avez vu que le reste est relativement facile, même peut-être plus facile qu'avec une saisie sous Access. Donc maintenant, une question importante, c'est comment faire ces sauvegardes de bases de données et des restaurations, puisque on a toujours besoin de continuer à travailler chez soi avec une base de données, par exemple, qu'on a créée au bureau ou à l'école, et on a envie de continuer donc à travailler sur EasyPHP avec sa base de données. Rien de plus facile, il faut juste faire une sauvegarde, une restauration avec un fichier donc en général d'extension .sql. Je vais vous montrer donc avec notre base de données Flammkush, bon, comment procéder pour déjà la sauvegarde et ensuite la restauration chez soi. Donc là, je suis toujours sur Flammkush. J'ai mes tables. Voilà la structure de mes tables. Et je vais commencer par sauvegarder ma base. Donc, on va aller sur l'exportation. Donc, exporter. Vous voyez qu'il nous propose un format d'exportation en SQL, sachant qu'il y a d'autres formats tels que vous le voyez là, mais on va utiliser effectivement le plus souvent le format SQL. Donc on va choisir ce format en exécutant ici, et le fichier .sql, vous voyez, il y en a d'autres ici qui se sont mis, vont donc être utilisés. Donc là, je vais mettre ce fichier SQL quelque part sur ma clé, sur le bureau. Il se trouve que donc je l'ai mis sur le bureau, et on va supposer que nous sommes le lendemain et que nous voulons travailler sur notre base. Donc je ferme ma base de données Flammkush puisque je suis supposé être le lendemain. Je vais réouvrir mon EasyPHP pour retravailler sur ma base. Donc je retourne sur l'administration. J'ouvre phpMadmin. Donc ici, comme on a fait tout à l'heure. Je vais créer donc une nouvelle base de données. Ça peut être le même nom que la base précédente. On peut changer le nom aussi. Par exemple, là, je vais changer le nom, juste pour voir que ça fonctionne avec un nom différent. Donc, j'ai créé une nouvelle base que je vais appeler ma nouvelle base. Pourquoi pas. Je vais la mettre également en UTF-8 comme tout à l'heure. Voilà mon UTF-8. Je vais la créer. Donc, ma nouvelle base. Donc, ma nouvelle base est créée. Je vais l'ouvrir ici, ma nouvelle base. Et je vais donc, cette fois-ci, importer mon fichier SQL que j'ai mis sur le bureau. Donc, je vais ici en importation.
Je vais rechercher donc sur mon bureau. Donc, je vais parcourir mon bureau pour rechercher ma base de données. Sur mon bureau, je l'ai appelé Flammkush. Voilà. Je double-clique dessus et j'exécute. Et voilà, ma nouvelle base a récupéré ici tous les éléments de Flammkush, c'est-à-dire la table client, commande, ligne commande, etc. Donc, vous avez vu que c'est très rapide. Dans les problèmes de perte de base de données, j'ai plus ma base, etc. Sont à oublier dans la mesure où il suffit sur sa clé USB, le fichier est très léger, de sauvegarder à la fin de chaque travail sa base et de restaurer cette base après chez soi, à partir de son portable, de son ordinateur, et retravailler donc votre base MySQL tranquillement chez vous. Le fichier récupéré après sauvegarde donc de la base de données Flammkush permet de voir toute la syntaxe SQL qui est en rapport avec tous les travaux qu'on vient de faire. On va détailler tout ça. Donc je vais ouvrir mon fichier flammkush.sql avec par exemple Notepad++, et on va détailler donc tous les éléments en rapport avec notre base de données Flammkush. Donc vous avez au départ des références par rapport à PHPMyAdmin. On va les passer rapidement pour arriver ici à la création de la première table qui était la table client. Donc on a en SQL ici la syntaxe de création de cette table. Pour aller vite et pour traduire, on va en fait créer la table client si elle n'existe pas. Donc c'est pour ça que vous avez créé table if not exist. Nous avons ensuite les champs de la table ID client qui est la clé primaire et qui est en auto incrémentation. Les autres champs avec le type du champ et la taille, comme par exemple le numéro du client, le nom du client, etc. Vous voyez ici en ligne 38, on précise que ID client est clé primaire et qu'on est en InnoDB. Je vous ai dit qu'InnoDB c'était important, surtout quand on pense faire des jointures entre des tables. Et on rappelle le char7 UTF-8 qu'on a choisi dès le départ lorsqu'on a créé notre base. Donc on a ici la structure de la table client, ensuite la saisie de la table telle que vous l'avez ici avec insert into qu'on avait également fait avec le mode formulaire de PHPMyAdmin. Donc insert into client, on énonce les champs concernés par l'insertion. Après vous avez value et dans value donc on a les numéros donc qui s'auto-incrémentent de chaque client et le contenu des lignes. On remarque qu'on peut tout saisir d'un coup en séparant ici nos enregistrements par une virgule. Ça permet de tout saisir dans un même bloc. Et on termine évidemment par un point virgule. Vous avez ensuite, dans le même ordre d'idées, la création de la table commande. Ici, la table commande a une particularité, c'est qu'elle a des clés étrangères. Donc ces clés étrangères, vous les avez ici à la ligne 66 avec ID client et ID livreur que j'avais créé donc avec index lorsqu'on l'avait fait avec PHPMyAdmin. Donc
on les retrouve ici. Ces deux champs qui sont donc clés étrangères de la table commande. Pour la saisie de la table, le même principe que pour la table client, Insert into. Vous avez ici les champs concernés et le contenu des champs, séparés par une virgule quand on passe d'un enregistrement à un autre. Même principe pour la table ligne commande. La différence avec les tables précédentes pour ligne commande, c'est que on a une clé primaire qui est concaténée, c'est-à-dire que la clé primaire de ligne commande, c'est ID commande et ID tart, tel que vous les avez là. Sinon, le reste n'est pas différent des tables précédentes. Donc, après, vous avez la saisie donc de la table concernée. Je vous laisse regarder. La table livreur, même principe. Clé primaire, donc ID livreur. La table livreur avec sa saisie. Insert into. Value. Virgule séparant les enregistrements. La table tarte, même principe, avec ici à retenir que j'ai mis pour le prix de la tarte donc un type float avec ici 3,2 pour les deux parties décimales que j'ai voulu mettre dans le prix. Sinon, le reste est identique aux autres tables. Vous avez ici la saisie de la table concernée. Alors, vous remarquez ici que je n'ai pas de symbole bizarre qu'on peut avoir lorsqu'on n'a pas prévu le fait que notre encodage soit en UTF-8. Si je reviens sur l'encodage, vous avez ici plusieurs types d'encodage possibles. On peut encoder en ANSI, on peut encoder en UTF-8 ou UTF-8.BOM. Quel que soit le cas, si vous voulez éviter d'avoir les problèmes d'accent ou les problèmes de caractères bizarres dans l'affichage de la table, il faut choisir UTF-8, hein, comme je vous l'ai dit dès le début. UTF-8 permet d'éviter la plupart des problèmes qu'on peut avoir lorsqu'on a des caractères accentués. Voilà comment on peut expliquer la saisie ou la création des tables avec SQL, directement donc en langage SQL, ce qui est l'équivalent de ce qu'on a déjà fait avec PHP MyAdmin.